C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 89 du 28 octobre 2024. Au sommaire, de grandes sociétés laissent tomber leur programme d'équité, diversité et inclusion. Pourquoi et conséquences? Recherche de validation en ligne, jusqu'où peut-on aller? Et c'est quoi les conséquences de se révéler, voire se dévêtir complètement pour des likes? La Géorgie promulgue une loi anti-queer à la chronique Transatlant Queer. Assis, couché, donne la patte, le phénomène poppy dans nos communautés queer. Et saviez-vous que Michel Tremblay a un passé de littérature fantastique à la chronique Queer Côté Geek? C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue. On a vu ça récemment dans les médias, surtout aux États-Unis, mais ça commence peut-être à venir ici au Canada. La compagnie Coors, qui est propriétaire de Molson ici au Canada, a annoncé qu'elle abandonnait ses politiques EDI, donc équité, diversité, inclusion. Pourquoi c'est important pour nous? Parce que ce sont des politiques qui permettent de créer des espaces, des environnements de travail sécurisants pour les personnes des minorités, dont les nôtres, les communautés de LGBTQIA+. Et donc, ce sont des politiques qui ont permis à des gens de s'épanouir en milieu de travail et aussi de rendre le milieu de travail et de rendre l'entreprise plus efficace même, parce que c'est sûr que des employés heureux sont des employés qui sont plus productifs. Bon, j'arrête là parce que je pense que l'experte que je reçois aujourd'hui, elle s'appelle Chloé Saint-Esprit, elle est consultante en EDI et donc elle a toute une expérience là-dedans. Re-bienvenue à l'émission, Chloé. J'en ai mentionné un petit bout tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est vraiment EDI, là, de la part d'une experte, d'une personne experte et non pas de la part d'un animateur de radio? Oui, en fait, l'EDI, c'est tout simplement parce que souvent on confond wokisme et EDI. Donc l'EDI, c'est vraiment équité, diversité ou inclusion, et même on devrait dire diversité, équité et inclusion dans le bon sens. Pourquoi? Parce que dans les organisations, on reconnaît la diversité, on met en place des processus équitables pour aller vers l'inclusion. Donc ça, ce seraient les 3 étapes. C'est pour ça que souvent, on voit ces acronymes-là, on se dit c'est une grande stratégie EDI, mais pour chaque lettre ou chaque concept, il faudrait faire des micro-stratégies en lien en faveur de l'inclusion. Donc l'EDI, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des processus qui souvent sont associés au RH, mais pourraient être aussi associés à de la gestion pour justement favoriser un milieu de travail inclusif. On peut parler de politique en EDI pour justement inclure plus des personnes des groupes en quête d'équité. Quand on parle des groupes en quête d'équité, ici au Québec, on en a 5. On en a les femmes, on a les personnes des minorités visibles, nous avons les personnes des minorités ethniques, nous avons les personnes autochtones et les personnes en situation de handicap, tandis qu'au Canada, il n'y a pas les minorités ethniques. Bien sûr, l'EDI est un peu complexe et dépendamment des secteurs, dans les environnements dans lesquels on se trouve, il se peut que justement les personnes queer, les personnes appartenant aux LGBTQ, les communautés LGBTQIA2S+, peuvent aussi vivre bien sûr des barrières systémiques en emploi et donc elles pourraient être intégrées dans ces stratégies-là aussi. Donc l'EDI, ce sont des processus concrets qui permettent de favoriser l'inclusion dans les entreprises. J'aimerais donner un exemple parce que j'ai interviewé il y a quelques mois une personne justement qui est responsable des politiques EDI ou DEI d'Hydro-Québec et qui me disait, ben nous, on a intégré maintenant, c'est un exemple, c'est des toilettes non genrées et ça s'est fait, il y a eu un petit peu de résistance, mais ça s'est fait et ça a fonctionné et c'est peut-être minime, mais c'est important, n'est-ce pas?
Salé, c'est extrêmement important. Après, bien sûr, il y a des cultures organisationnelles. Dans les organisations, nous avons aussi, je connais probablement de qui tu parles chez l'Auto-Québec, mais on a aussi des décideurs et des décideuses qui sont derrière ces décisions-là. Donc, oui, les toilettes non genrées, selon moi, sont assez importantes, tout simplement parce que si on regarde même dans les entreprises, parfois il y a même des politiques de parents retour au travail, ce qui peut être assez intéressant parce que les toilettes publiques, je m'excuse, on peut avoir aussi accès à les papas peuvent emmener leurs enfants, par exemple, dans les toilettes pour changer les couches. Si on vient dans l'entreprise, ça envoie un signal très, très fort à l'intérieur de l'entreprise, comme quoi, justement, l'entreprise soutient les communautés LGBTQ+, par une petite action, finalement, qui est juste d'enlever un logo très genré sur ces toilettes-là. Alors, malgré les preuves très claires, puis il y a quand même des études qui démontrent que les politiques d'inclusion, de diversité, d'équité et d'inclusion sont des politiques qui favorisent le milieu de travail et favorisent la productivité, on va le dire, là, parce qu'il y a quand même aussi une raison économique Yes. derrière ça. Mais malgré tout ça, on voit maintenant un mouvement anti-politique EDI. Qu'est-ce qui est derrière ça? On le voit aux États-Unis, mais ça risque de s'en venir ici. Qu'est-ce qui est derrière ça? Ben, ça l'est déjà ici, malheureusement. En fait, oui, il y a certaines grandes entreprises qui commencent à revenir sur leur engagement en matière de DI, donc D&I, pardon, en raison de plusieurs facteurs. Je dirais que l'une des raisons principales, c'est un peu la montée de la pression économique, politique aussi, notamment les critiques liées au coût, à l'efficacité de ces initiatives. Quand on parle de EDI, on fait des actions certes concrètes de court terme, mais qui vont avoir un impact sur du long terme, puisqu'on est un peu dans la dynamique du développement durable. Donc, c'est encore parfois difficile à mesurer pour certaines entreprises. Notamment, il y a des entreprises qui ont réduit leurs efforts en D&I ou carrément annulé des postes clés en lien avec ces programmes. Et en fait, ça évoque un peu une nécessité de recentrer les priorités après la pandémie, parce qu'on reste quand même post-pandémique ou face à une récession imminente. Et pour faire des liens, parce que je pense que c'est toujours important de rajouter des données dans tout ça, il y a Deloitte, ils ont un blog, une sorte d'articles ou de rapports qu'ils transmettent à chaque année et qui prouvent que les initiatives en lien avec le DI sont quand même axées sur des actions sans suffisamment de résultats concrets. Et c'est ça cet enjeu-là, parce que les résultats d'E&I devraient être justement liés aux efforts et aux objectifs d'affaires pour un impact durable. C'est un peu comme la pratique RH. Et notamment aux États-Unis, il y a même au Canada et au Québec et même en Europe, il y a des gros changements culturels et politiques. Ce qui fait que dans certains États conservateurs, quand on parle de conservateurs, on entend qu'on parle bien des États qui conservent les valeurs dites plus traditionnelles, où ça crée un climat où les initiatives en D&I sont un peu perçues comme étant politiquement polarisantes. Donc, ça conduit à des entreprises à modifier, à freiner leur soutien à des organismes inclusifs pour éviter les boycotts, comme on a pu le voir avec Bud Light, justement, avec le partenariat avec la personne trans, ou même carrément des réactions très négatives de certains groupes comme Lululemon, Nike ont pu subir aussi. Donc, en fait, c'est ces critiques qui font que certaines entreprises ont peur et reculent peut-être sur leurs initiatives, ou est-ce, je lance la question, est-ce un support peut-être un peu plus au niveau politique par rapport au parti conservateur ou à l'idéologie conservatrice. Donc, on a des élections qui s'en viennent très, très, très bientôt au Canada aussi. Il y en a aux États-Unis, il y en a partout. On verra là, quelle sera l'ampleur des reculs, en espérant qu'on va reculer peut-être pour mieux avancer. On va le souhaiter. Puis j'aimerais aussi rajouter une chose, qu'il y a peut-être des stratégies EDI, en tout cas D&I, qui ont été mises en place par des organisations, des entreprises, plus pour des actions de façade. Là, on parle de D&I washing, par exemple, ou des stratégies de performativité, qui en fait n'engagent pas réellement des efforts pour faire des changements structurels. Et ça peut en fait abîmer le lien de confiance entre les talents en interne, les partenaires et parfois même la clientèle. Mais oui, je dirais que ta question, Denis, c'était? Ben, on a des élections un peu partout qui s'en viennent. Oui, Il faut ben oui. garder l'œil, puis je disais peut-être qu'on va reculer pour mieux avancer. Ben,
Écoute, parfois, et alors on sait quand même, oui, on va le souhaiter, mais le 5 novembre, il va y avoir un gros changement au niveau états-unien. C'est attendu avec impatience, mais c'est surtout que on verra ce qui pourra être fait durant les 4 prochaines années. Est-ce que littéralement la politique peut vraiment influencer les organisations? Ça peut donner peut-être une tendance, entre autres, surtout avec l'approche de Kamala Harris, entre autres. Mais comment ça va être interprété par les organisations? Oui, parfois il faut reculer pour mieux comprendre, mais je pense que parfois les données, parce qu'on pense souvent que le DI n'est pas en lien avec des données, les données vont parler aussi. Donc j'ai bien hâte de voir la suite aux États-Unis. Dans la dynamique de la comment je te dirais ça, pour promouvoir aussi le DI, il y a ce côté, tu me disais, ça arrive au Canada avec Molson qui justement abandonne carrément ses politiques, mais pour la suite, il y a aussi ce côté de la population vieillissante au Canada, on le sait très bien. Il y a aussi que les femmes font moins d'enfants et il y a notamment Statistique Canada qui, d'ici 2036, a fait une projection au niveau de l'immigration qui dit qu'entre 24 et 30%, ce qui est presque un tiers de la population canadienne, sera issue de l'immigration. Et qu'au niveau, ils ont sélectionné 3 villes aussi. Donc, on parle de Montréal, on parle de Toronto et de Vancouver. À Montréal, 38 à 42% de la population sera issue des minorités ethniques. Donc, l'idée derrière ça, c'est que les politiques en lien avec le DI préparent le terrain pour justement ces changements sociodémographiques qui arrivent d'ici quelques années. Bien, merci beaucoup à toi. De rien, mon cher. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue. Dans une chronique publiée le mois dernier dans le magazine Fugue, l'auteur Nicolas Vandal faisait état de sa dépendance à la validation numérique. Oui, ça existe. Bienvenue à l'émission, Nicolas. Merci beaucoup. On utilise les pronoms et accords masculins avec toi? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, comment ça a commencé, cette dépendance? En fait, ça a commencé il y a exactement 1 an et c'était à la plage Oka. Et il faut dire que moi, je postais jamais rien sur les médias sociaux, hormis un selfie par-ci, par-là. Et là, je sais pas, là, je me sentais juste bien, confiant. Et j'ai décidé de poster une photo torse nu de moi sur les médias sociaux. Qui pour monsieur, madame, tout le monde, ça pourrait sembler anodin, mais pour moi, c'est comme, j'aimais pas mon corps. Moi, mon corps, c'est comme... Génération très malsaine avec mon corps. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas? Et finalement, j'ai envoyé ma photo. Et tout a démarré à partir de là parce que j'ai reçu des commentaires, des likes comme « Wow, t'es encore sexy, il est beau », et ça a comme été très, très, très flatteur. Donc, c'est quand même intéressant de recevoir des bons commentaires, même si c'est au sujet de son corps, mais ça fait toujours plaisir. C'est comment ça s'est développé pour que ça devienne peut-être moins sain comme relation? En fait, ça a été comme une drogue parce que le fait de recevoir d'un coup des commentaires alors que j'en recevais pratiquement jamais, ça fait du bien. Et là, à un moment donné, après la notification diminue, puis là, je veux l'adrénaline, là, je veux revivre ça, donc j'en reposte d'autres. Et là, j'en ai de plus en plus, j'en reposte encore d'autres, mais à un moment donné, c'est comme... C'est une performance, là. C'est plus le loisir parce que c'est un jeu de lumière, un jeu de pose, un jeu de Photoshop. Ah oui, parce que là, il faut mettre la photo dans son... Il faut que la photo fasse réagir, puis parce que moi, j'en veux des likes, là, parce que je m'aime pas, puis le but, justement, inconsciemment, c'est de me faire valider, de me faire complémenter pour que moi, je pense, un peu pour avoir une meilleure estime de moi, en fait. Et ça a eu des effets sur ta vie? Oui. Ben, en fait, juste au niveau du temps consacré à juste faire une photo, c'est dans le sens que c'est pas juste un selfie, c'est comme, OK, j'ai des flashs, j'ai comme un mini studio chez nous. Après ça, je m'installe, puis là, j'essaie de faire une pose un peu plus, de plus en plus sexy, de plus en plus osée. Après ça, c'est un jeu de lumière, puis après ça, je prends du temps pour le photoshopper. Pas photoshopper mon corps, mais photoshopper le moindre bouton, le moindre perfection que je pourrais, juste pour avoir plus de commentaires. Et même que, mettons, j'étais avec des amis, quoi que ce soit, moi, je pensais juste, OK, c'est quoi ma prochaine photo? Ah, est-ce que ça pourrait être un bon spot pour prendre une photo? Puis après ça, je checkais sur Instagram constamment pour avoir des commentaires, des suivis, la notification. Et puis tout ça, c'est juste pour... Est-ce que tu te réveillais la nuit pour
vérifier combien de nouveaux likes que tu avais? Oui, tout à fait. Puis mon chum me disait, Nico, lâche ton sel, là, ça va faire. Là. Ah, wow. C'est ça. Wow. Dans ta vie, ça t'a amené aussi à prendre des décisions, même de l'entraînement, aller au gym. Oui, ben je te dirais que, évidemment, un peu comme monsieur tout le monde, le gym, je pense pas qu'on le fait juste pour soi, parce qu'en beau corps, on va avoir des commentaires. Mais moi, c'est vraiment la raison pourquoi j'allais au gym. Je me suis dit, si j'ai un beau corps, j'aurai plus de likes. Et en fait, j'étais comme piégé là-dessus parce que les gens me donnaient beaucoup plus d'attention. Donc, je cherchais toujours à en avoir encore plus. Et ce qui était malsain, c'est que lorsque j'avais moins de commentaires, ben, je me mets moins. Alors, finalement, mon estime de soi était tellement fragile et était tellement éphémère, puis elle dépendait des commentaires. Elle dépendait pas de moi, parce que l'estime de soi, c'est supposé être soi, mais non. Moins de commentaires, moins d'estime de soi. Ah là là. Qu'est-ce que ça te faisait? Mettons que tu recevais un commentaire. Hey, t'es beau, t'es cute. Comment tu réagissais à ça? C'était très, très flatteur. Ben, je dirais qu'au tout début, c'était une belle énergie, puis c'était hyper gros flatteur, puis ça fait du bien. Et des fois, je me regardais dans le miroir, et là, je pouvais, contrairement à avant, où que j'aimais vraiment pas mon corps, je faisais, OK, j'ai quand même un beau corps, et je dirais que je faisais un peu partie de la gang. Parce que, mettons, sur Instagram, peut-être, en tout cas, tous mes amis Instagram sont tous dans la communauté LGBT. Et je pense que des photos de torse nu, j'en reçois, je sais pas, 20, 30. J'en vois partout en story. Puis je me disais, hey, maintenant, je fais partie des gars qui se montrent un peu plus. Ouais. Donc, j'étais comme dans la gang. Mais connaissant les réseaux sociaux, parce que c'est pas toujours positif, est-ce que tu as reçu des commentaires négatifs? Et comment tu as réagi à ça? J'ai pas tant reçu des commentaires négatifs en tant que tel. J'étais chanceux à ce point-là. Mais je suis certain qu'il y a des gens qui me pensaient que j'étais égocentrique. À force de me prendre des photos de moi, je suis sûr qu'ils disaient égocentrique. Mais je pense que ça nuit et un peu à ma job. Parce que moi, je suis massothérapeute. Donc, moi, je me passe Instagram autant personnel que professionnel que je mange en deux. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui disaient « Hey, lui, il se monte torse nu, donc il fait le type de massage avec extra. Un happy ending, avec extra. » Alors, j'avais beaucoup plus de demandes. Mais est-ce que tu es allé jusqu'à te dévêtir complètement? Oui. En fait, Instagram ne permet pas en tant que tel de faire des photos nues en public, en mode public, mais il existe le mode Close Friends. Et là, ça, je l'utilisais. En fait, j'ai mis tous mes abonnés en Close Friends, à part ma famille. Et donc, il pouvait y avoir des photos nues moi. Mais ce que je parle des photos nues, c'est pas des photos frontales. C'est des photos de fesses. Et en fait, ce qui m'a un peu amené à faire ça, c'est que je me suis dit, comment faire d'autres photos qui vont encore plus réagir, puis genre plus de commentaires. Puis c'est clair que des photos nues, ça attire plein de commentaires. Puis j'ai eu... Je pense que le nombre de commentaires a doublé. Et quand as-tu réalisé, oh boy, il faut que j'arrête ça, là? En fait, ça s'est fait graduellement. Mais à un moment donné, il y a un matin que je me suis dit, ça me sert-tu à quelque chose? Est-ce que ça m'aide vraiment pour mon estime de soi? Est-ce que je m'aime encore plus qu'avant? Et finalement, je me suis rendu compte que c'était du vide, c'est du superficiel, c'est rien. Et en fait, j'amenais les gens... Moi, ce que je voulais, c'est que les gens aiment mon corps. Mais j'ai pas appris à aimer mon corps moi-même. Et les gens n'ont pas appris à t'aimer toi, juste ton corps. Exactement. Puis les gens me disaient, ah, Nico, t'es sexy, t'es beau, puis le kit. À un moment donné, je me suis dit, OK, mais c'est superficiel, ils me connaissent même pas. Ils me connaissent en travers des photos, toutes posées, c'est tout mis en scène. C'est pas moi, mais le sevrage, ça s'est bien passé? Non. Oui et non. C'est pas que ça s'est pas bien passé, mais il y a une partie de moi qui manque, que j'en ai encore besoin. Mais j'essaie de ne pas le faire. Le besoin de validation, puis je vais aller là-dessus rapidement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais tu es quelqu'un qui a vécu de l'intimidation très grave à l'école. Tu as écrit un livre, Le cauchemar de l'intimidation, j'ai failli en mourir. Est-ce que tu mets un lien entre ça et ton besoin de validation? Oui, parce que à force de se faire dire qu'on est laid, qu'on n'est pas accepté, inconsciemment, même si ça fait très longtemps, moi, je cherchais à être de nouveau accepté, de nouveau aimé, et de se faire liker, c'est aujourd'hui, dans nos générations, c'est un moyen de faire partie de la gang, d'être aimé. Mais c'est très superficiel, c'est vide, ça ne sert à rien au final. Là. Donc, la dépendance à la validation numérique, tu n'es pas tout seul qui en a souffert. Puis c'est bon d'en parler parce que ça aide
à gérer cette situation-là, ce qui peut être problématique. Merci beaucoup, Nicolas Vandal. Merci. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Discussion. Le phénomène Poppy. Ces gens qui revêtent masque de chiot. On se souvient de cette photo prise en 2019 lors du défilé de Fierté Montréal d'une enfant qui flatte un homme habillé en Poppy. Et quelle réaction on a eue là-dessus. Et pourtant, il n'y avait rien de bien grave là-dessus. On voit régulièrement des personnes s'habiller en Poppy dans plusieurs événements queer, dont des fiertés, les parties. Le phénomène Poppy n'est pas unique aux communautés de la diversité sexuelle et de genre, mais c'est assez observé ailleurs, mais c'est assez présent chez nous. Et pour discuter de ça, je reçois la première femme élue Pop Montréal, PUP. Je reçois donc Vixen, c'est le nom que tu préfères utiliser. Puis, oui, exactement. Et tu portes un masque de chien, un masque de Poppy. Alors, c'est ça. Vixen, c'est le nom que tu utilises en entrevue. Pourquoi tu préfères qu'on t'appelle par ce nom-là? En fait, Vixen, puis aussi le masque m'a permis d'atteindre en fait un idéal que j'avais de moi-même, que à cause des normes sociétales, à cause de comment j'ai grandi, dans la culture dans laquelle j'ai grandi, j'arrivais pas à me permettre de le faire. Donc, en étant Vixen, en portant le masque, puis en me permettant dans une communauté, puis d'avoir des gens aussi qui me backent là-dedans, qui sont tout le temps derrière moi en train de m'encourager, puis de me dire que je suis valide, ça m'a permis justement d'être la femme forte, puissante, en fait, qui me permet de juste me développer puis de grandir. Bon, tu m'as apporté un masque. Alors, je vais le porter. Ça va être un petit peu compliqué. Il faut que j'enlève mes lunettes et je vais enlever les écouteurs quelques secondes, puis on va continuer ça. Alors, je vais mettre le masque. C'est un petit peu serré, mais j'y arrive. Alors, et là, je vais mettre les écouteurs par-dessus le masque. Alors, voilà. Vous entendez un peu ma voix différente à cause du masque, mais c'est ça. Je ne le garderai pas tout le temps, mais je trouve ça intéressant comme sensation parce qu'on n'entend pas de la même façon avec... Exact. Qu'est-ce que c'est un Poppy ou le phénomène Poppy? Dans le fond, le Poppy Play, le phénomène Poppy, c'est un jeu de rôle où une personne se permet de prendre le rôle d'un animal l'instant d'un moment, soit seul ou accompagné. Et en fait, on parle beaucoup des Poppy parce que c'est l'animal qu'on voit beaucoup plus, surtout parce que c'est très enjoué, beaucoup d'énergie, très positif. Donc, les gens viennent s'assister un peu plus à ça. Mais on a aussi des chatons, on a des chevaux, on a des dragons même. Ah oui. Ça peut être vraiment libre à vous de choisir ce que vous préférez. Là. Mais c'est vrai ce que tu dis sur les Poppy. Moi, j'en ai un à la maison présentement. Là. Celui qui était plein de fourrure. Je t'avoue que c'est exactement ça. Est-ce que c'est sexuel? Ça peut l'être pour certaines personnes, puis pour d'autres, ça ne l'est pas du tout. En fait, ce qui est intéressant justement avec le Poppy Play ou le Pet Play, c'est qu'on peut en faire un peu ce qu'on veut, puis ça peut être autant social que sexuel. Et toi, tu es quoi? T'es chiot ou t'es maîtresse de chien? C'est quoi ton rôle? Et je vais enlever mon masque pendant que tu réponds. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis un Poppy, un chiot. J'assume ce rôle-là à 100%, puis c'est le rôle dans lequel je me sens le mieux aussi. Justement parce que je suis une personne de base qui est très énergétique. On m'appelle quote-unquote bubbly, quelqu'un qui est très positive, qui veut tout le temps jouer, qui a de l'énergie à revendre, puis qui aura plein de projets aussi. Donc moi, en étant Poppy, ça me permet d'atteindre, de grandir là-dedans, puis de continuer à l'encourager. Tu sais. Est-ce qu'on... Moi, pour te dire, je connais le phénomène pour l'avoir vu, mais je n'y ai pas participé. Alors, chacun ses préférences, puis je ne juge pas ça. Mais je me pose toujours la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut jouer le rôle du maître du chien et qui donne des ordres, etc., assis, couché? Oui, on a différents rôles. Donc, c'est ça. Il y a le rôle qu'on voit beaucoup, les Poppy avec leur masque et tout. Mais on va souvent avoir aussi des maîtres, des handlers qu'on va appeler aussi. Puis la différence entre un maître et un handler, c'est qu'un handler va être plus la personne qui va manipuler le chien, un peu comme un gardien de chien. Puis le maître va être comme le propriétaire en tant que tel. Souvent, tu vas signer ça avec quelqu'un que tu as une relation peut-être un peu plus établie, plus profonde.
Puis on en a quelques-uns aussi dans la communauté, puis c'est super le fun de les voir interagir avec les chiots. Ils viennent là, ils les flattent, ils leur font faire des tours, ils jouent à la balle et tout. C'est un peu la même image qu'on a quand on va dans un parc à chiens, sauf que les chiens, c'est des humains. Wow. Ben, écoute, non, mais ça peut être amusant. Maintenant, c'est un phénomène qui est pas... C'est mondial. J'ai fait une petite recherche, puis, oh mon Dieu, c'est partout dans le monde. Et ça dépasse les frontières des orientations sexuelles et des identités de genre. C'est comme pas mal tout le monde qui peut embarquer là-dedans. Oui, ben comme je disais tout à l'heure, ça peut vraiment être quelque chose que tu peux définir à ta propre couleur. Puis moi, là-dedans, ben justement, je me suis découvert que j'aimais beaucoup le look androgyne que ça me donnait d'avoir le masque. L'espèce de, je sais pas trop si c'est une femme ou un homme, dépendamment comment tu es habillé. Je me suis reconnue là-dedans. Puis toi, est-ce que tu te définis comme une... Je t'ai pas demandé quel accord et quel pronom tu utilises. Moi, en fait, les pronoms puis tout, c'est un peu libre à tout le monde. Ça me dérange vraiment pas parce que je suis non-binaire puis je me sens autant femme que homme au final. Maintenant, j'ai parlé de cette photo en 2019 de fierté qui a suscité des commentaires assez durs envers cette communauté des poppies. Comment tu as réagi quand tu as vu ça? Moi, c'est sûr que ça vient m'atteindre parce que ça fait partie de mon quotidien. J'ai beaucoup d'amis qui font partie de la communauté. Je suis impliquée à l'extérieur du travail dans la communauté. Je suis administratrice pour la communauté de Montréal. Fait que c'est quelque chose qui fait partie de moi. Puis moi, le populiste, c'est aussi identitaire. Comme je me reconnais beaucoup dans Vixen, puis la personne que je suis, c'est aussi Vixen. Donc, me faire dire que ma diversité, mon identité, n'a pas sa place dans une parade où que c'est supposé être encourager la diversité puis ton identité comme unique, c'est blessant. Toi, tu portes que le masque. Est-ce qu'il y a d'autres partie de costume que tu peux porter au besoin? J'ai aussi le collier à chien que j'ai en ce moment. Oui, je le vois, oui. Avec la petite médaille avec mon nom. Il y a certaines personnes qui vont mettre des harnais. C'est sûr que nous, dans les événements sociaux, on joue à 4 pattes, donc équipement de protection, les gants, les genouillères, pour s'assurer qu'on se blesse pas. Des fois, même la petite queue avec une petite ceinture là, qui fait en sorte que quand tu branles les fesses, la queue, elle bouge avec aussi. Donc, c'est vraiment comme un personnage en tant que tel. Puis tu vas venir découvrir aussi des traits de caractère que tu n'aurais peut-être pas vu normalement parce que tu t'en permets beaucoup plus avec l'anonymité du masque. Vixen Pop Montréal. On peut trouver des informations sur Internet, j'imagine? Est-ce qu'il y a un site web? Oui, on est sur tous les réseaux au nom de Wouf Montréal. Wouf Montréal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Merci. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis Martin Chabot. Et voilà, cette première partie se termine, mais il y a une deuxième partie. Nous allons nous faire un petit tour en Europe pour parler de la Géorgie qui vient d'adopter une autre loi très sévère anti-queer avec notre chroniqueur en France. Et on va parler de Michel Tremblay. Et oui, est-ce que Michel Tremblay a eu des débuts fantastiques? A-t-il déjà été un geek, comme on dit? Ça sera le sujet de Queer Côté Geek avec Philippe Aubert-Côté. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Eh bien, dans cette deuxième partie, on s'en va, on va parler d'Halloween, peut-être pas d'Halloween, mais de Fantastique et de Michel Tremblay. Mais avant, on va traverser l'Atlantique, on va rejoindre Christophe Gérard. Transatlant Queer, des nouvelles d'outre-mer. On s'en va maintenant à Paris. On va aller rejoindre notre ami Christophe Gérard qui a beaucoup de choses à nous dire cette semaine. Salut Christophe! Bonjour Denis Martin, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. On va aller en Géorgie aujourd'hui. Pourquoi?
Bah, tout simplement parce qu'il y a une loi qui a été promulguée, une loi anti-LGBTQIA+, une de plus, hein. Une loi controversée, hein, largement inspirée de ce qui se passe en Russie, donc qui a été promulguée le 3 octobre dernier par le président du Parlement, qui a contourné le refus de la chef de l'État de signer le texte. Et cela à 3 semaines des élections législatives, hein. Cette loi a pour objectif de restreindre les droits des personnes LGBTQIA+, et ça marque un tournant pro-russe et conservateur dans le pays. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a dans cette loi? C'est une loi qui vise à interdire la propagande des relations homosexuelles et l'inceste. Et oui, hein, il faut bien tout mélanger pour de prouver la décadence de la communauté queer. Donc, interdiction dans les établissements scolaires et à la télévision. Cela passe également par la restriction des rassemblements et des manifestations. Non, mais là, cette loi, je crois, va plus loin encore. Tout à fait, hein, puisqu'elle interdit également la réassignation de genre, l'adoption par les couples de même sexe et transgenres, et l'annulation de tous les mariages homosexuels de citoyens géorgiens qui ont été célébrés à l'étranger. Wow. Ouais, ben le président de la Géorgie qui a refusé de signer la loi, puis on la passe pareil. Ouais, en fait, les députés du parti au pouvoir, qui s'appelle le Rêve géorgien, C'est un avaient cauchemar pour nous autres, ça? ben voilà, Ouais. avait adopté le texte dès septembre lors d'un vote boycotté, hein, par l'opposition. Salomé Zoroubichvili, qui est donc la présidente géorgienne, qui est pro-européenne et qui est en rupture avec le gouvernement actuel, a refusé de parapher le texte. Mais ben, ce qu'il faut savoir, c'est que la présidence dispose de pouvoirs qui sont très limités, contrairement au Parlement, hein, qui, lui, a des larges prérogatives, comme celui de voter les lois. L'opposition de la présidente n'avait que de très peu de poids, en fait, dans la balance. Donc, c'est un texte de loi qui a été vivement critiqué par l'Union européenne et de nombreuses organisations non gouvernementales. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à il y a peu, en fait, la Géorgie avait des ambitions pour rejoindre l'Union européenne, hein. Aujourd'hui, ben, celle-ci semble bien s'éloigner de plus en plus, puisque le pays est en train de prendre un tour de plus en plus proche de la Russie de Poutine. L'Union européenne, hein, a jugé cette loi liberticide. Elle estime en effet que ce texte porte atteinte aux droits fondamentaux des Géorgiens et qu'elle risque de renforcer la stigmatisation et la discrimination d'une partie de la population. Hmm. Bon, maintenant, on va se tourner vers la transidentité qui est reconnue entre les pays de l'Union européenne. Non, ouais, enfin une bonne nouvelle, hein. Une décision historique, hein, c'est comme ça qu'a annoncé et a appris l'association Accept, qui lutte pour les droits des personnes LGBT en Roumanie, puisque la décision de la justice et de la Cour européenne de justice concerne un cas d'un citoyen roumain transgenre qui a obtenu un changement d'état civil au Royaume-Uni, hein, où il est installé, et qu'il voulait faire reconnaître cette décision dans son propre pays, où il demandait un nouveau certificat de naissance, ce qui lui a été refusé par les autorités roumaines. Bon, maintenant, quelle est l'histoire à l'origine de cette décision? Alors, ça concerne, en fait, c'est le cas d'un jeune homme qui s'appelle Arian Misrafi, pardon, Aï, un homme trans, comme je le disais, originaire de Roumanie, qui s'est installé en 2008 en Grande-Bretagne, où il a commencé sa transition. Et en 2020, il a obtenu de l'Angleterre la reconnaissance de son identité de genre masculin. Cependant, comme je l'ai expliqué, les autorités roumaines ont rejeté sa demande d'un nouveau certificat de naissance et il a donc porté plainte, et c'est un tribunal de Bucarest qui a saisi la justice européenne. Alors la décision qui a été donnée le 4 octobre, c'est une grande décision et une grande première aussi, hein, puisque c'est la première fois que la Cour européenne de justice se prononce dans une telle affaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors d'une conférence de presse, Arian, qui est un jeune professeur de biologie de 32 ans, a déclaré que c'était une victoire pour qu'il attendait depuis longtemps, hein, et qu'il espérait désormais vivre une vie un peu plus épanouie. En fait, c'est une décision que je dirais surprenante, mais en fait, mais même plus importante, puisque la Roumanie, on le sait, n'est pas reconnue là, pour être en avance, disons, sur les droits des personnes LGBTQIA+. Et non, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Dans la décision de la Cour européenne de justice, elle considère que le refus roumain entrave l'exercice du droit de liberté, de libre circulation et de séjour, et que ça a un impact aussi sur la divergence entre les identités, qui va créer des difficultés dans la vie quotidienne de la personne
concernés. Ça crée également des sérieux inconvénients professionnels, administratifs et privés. Pour la Cour européenne de justice, il n'est pas justifié de contraindre l'intéressé à engager une nouvelle procédure dans son pays d'origine, avec le risque que celle-ci aboutisse à un résultat différent. Il faut savoir que, comme tu le disais, hein, le pays est conservateur, l'Église orthodoxe est très influente et qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire en matière de droits des LGBTQIA+. L'homosexualité, par exemple, n'a été dépénalisée qu'il n'y a qu'au début des années 2000. Et par ailleurs, il y a des décisions qui ont valu des condamnations de la part de la Cour européenne des droits de l'homme, comme celle de l'interdiction des unions civiles entre personnes de même sexe et de mariage, bien évidemment, hein. Par ailleurs, il y a de nombreuses tentatives de faire en Roumanie des lois pour restreindre les droits des LGBTQIA+, qui ont eu lieu. On peut citer par exemple le fait de vouloir inscrire dans la Constitution l'interdiction des mariages entre personnes de même sexe. Hmm. Bon, ben disons que ça avance pas, ça recule, puis ça avance, mais ça recule pas mal. Justice toujours. Mais là, on s'en va en France. Oui, alors. Des parents ont été condamnés pour des violences et des injures homophobes sur leur fils, quand même. Oui, alors c'est toujours le 4 octobre. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en début de mois, hein. Ouais. Donc, c'est le tribunal judiciaire d'Amiens qui a condamné en effet deux parents à 8 et 10 mois avec sursis pour des faits de violence et de propos homophobes envers leur fils de 17 ans. Donc, tout commence lorsque le père et la mère de Lucas, hein, puisque c'est le prénom de ce jeune homme, qui sont respectivement âgés de 42 ans et 44 ans, donc des gens relativement jeunes. On pourrait penser qu'ils étaient ouverts d'esprit, mais pas du tout. Lorsqu'ils ont appris l'identité et l'orientation sexuelle pardon, de leur fils, tout a dégénéré pour le jeune Lucas, hein. Donc le 10 avril dernier, les enquêteurs ont été saisis après un signalement de l'assistante sociale du lycée que fréquente le jeune homme pour des propos homophobes tenus donc par ses parents. Je ne vais pas les citer, hein, les propos, parce Non, qu'ils je sont pense quand qu'on même peut relativement... on peut s'en Ouais. passer, mais on peut s'imaginer que c'est assez méchant. Tout à fait, hein. Donc, à la barre, la mère de famille a reconnu hein, que l'ambiance familiale était très compliquée. Ce qu'elle reproche notamment à son fils, hein, c'est le fait qu'il se maquille et qu'il porte des boucles d'oreilles. Donc, son père, lui, il a du mal à expliquer en fait ses propos. Ce qu'il a dit à plus ou moins plusieurs reprises durant le procès, c'est j'ai honte de moi, je ne sais pas ce que j'ai fait pour que tu sois gay, en parlant de son fils, Hmm. ou encore j'ai eu un garçon, c'est pour avoir un garçon, pas une fille. Donc les violences physiques dont il a été accusé, bah, lui il déclare que ça n'a rien à voir avec l'homosexualité de son fils, mais tout simplement c'est lié au fait que Lucas venait de se disputer avec sa mère. Donc il n'y a pas que les accusés, il y a l'avocat de la défense qui a un système de défense un peu particulier, je trouve, hein, puisque durant le procès, il a déclaré que l'appréciation de l'homosexuel varie au cours du temps et c'est quelque chose de fluctuant. On n'est pas dans le marais, a-t-il précisé. L'homosexualité, c'est encore quelque chose de tabou, de hors norme. C'est quand même dingue d'avoir de tels propos en 2024. Oui, mais probablement que lui, il n'a pas encore compris qu'on est en 2024. Il est probablement encore d'accord, à l'âge d'une grande noirceur. Bon, écoute, on passe à autre chose. Quelle sanction d'ailleurs pour ce couple? Qu'est-ce qui va leur arriver? Ben alors, comme je te le disais, hein, ils ont été condamnés hein, tous les deux à 8 et 10 mois de prison avec sursis probatoire, ce qui signifie concrètement que s'ils ont à nouveau des propos homophobes, ben, ils risquent la prison réellement. Et ils ont été condamnés également à suivre des soins et a versé 1500 euros de dommages et intérêts à leur fils. Donc, à l'issue du procès, Lucas, hein, qui a depuis quitté le domicile familial et coupé les ponts avec ses parents, s'est dit soulagé, hein. Il explique cependant que c'est encore compliqué pour lui mentalement et il s'attendait à des excuses de la part de ses parents, ce qui n'a pas eu lieu durant ce procès. Donc, son avocate, elle s'est dite satisfaite hein, que le tribunal ait prononcé une peine supérieure au réquisitoire.
ce qui lui semblait important, hein, c'est de reconnaître le statut de victime de l'adolescent. L'avocat de la défense, quant à lui, regrette une sanction qui n'est pas pédagogique selon lui, puisque le tribunal n'a pas compris la difficulté pour un parent d'apprendre que son fils est homosexuel et se travestit. Ah, misère, misère, misère. Je veux juste imaginer les traumas de cette victime. Ça doit être grave. En tout cas, j'espère qu'il va s'en sortir. Cela dit, quel était le moteur, justement, de Lucas là, dans ce procès? Bah, en fait, dès qu'il a porté plainte en avril 2024, il a tout de suite pensé aux autres victimes de violences intrafamiliales. Dans une interview qu'il a donnée à l'issue et le lendemain de son procès, il explique que quand il a commencé toutes ces procédures, il s'est dit hein, qu'il n'était pas le seul et que s'il pouvait aider plusieurs personnes qui subissent de l'homophobie, ben, il va essayer de le faire avec ses propres moyens et comme il peut, avec cette phrase qui est quand même assez... euh, emblématique de son état d'esprit, on peut s'en sortir ensemble. Ah. Ce qu'il faut signaler quand même, hein, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, mais en tout cas chez nous, la plupart des propos et des violences LGBT-phobes sont souvent commis dans le cercle familial. Bon, ça ressemble à la même chose ici. Changeons de sujet, des associations parentales LGBT, parce qu'on ne dit pas mot parental maintenant au Québec, on dit les parents LGBT, mais en tout cas, comme tu veux, là, dénoncent devant le Conseil d'État la circulaire publiée cet été par la Sécurité sociale qui limite le droit des parents qui ont eu recours à une gestation pour autrui à l'étranger. Ouais, d'abord, je voudrais signaler hein, que la GPA, Oui. donc de cette gestation pour autrui, est toujours interdite en France, hein, mais que ben, il y a de nombreux couples, et des couples gays, hein, qui ont un désir d'enfant, ben, qui vont aller hein, dans des pays où la GPA est autorisée afin d'y avoir recours. Donc jusqu'à présent, en fait, ben, quand ils revenaient en France, il leur suffisait d'inscrire leurs enfants normalement auprès de la sécurité sociale hein, pour que ces derniers puissent bénéficier des mêmes droits que tous les autres enfants français. Toutefois, hein, ben, c'est tout à fait en catimini que l'assurance maladie a publié une circulaire cet été. C'était le 10 juillet, qui définit des règles d'accès aux prestations sociales bien spécifiques pour les enfants qui sont issus d'une GPA à l'étranger. Alors, dis-moi, qu'est-ce que ça change pour les familles concernées? Bah, cette circulaire, elle a pour objectif de fixer un cadre national pour ces familles. Dorénavant, en fait, pour que ces enfants puissent bénéficier et être affiliés à la sécurité sociale, on demande aux parents de fournir une pièce d'identité et un certificat de nationalité de ces enfants. Ce qui, pour l'avocate Caroline Mécari, qui est une spécialiste des droits des familles, je ne sais plus quel terme tu as utilisé parce que j'allais dire Les monoparental. familles LGBT, voici. Voilà, ok, je vais essayer de me Non, non, fixer c'est pour la correct. Je pense prochaine qu'on va se fois. comprendre avec un mot parental, mais je Ok, soulignais qu'ici, ils ne veulent plus utiliser ça, ce terme-là, parce que ça limitait aux hommes gays. C'est un petit peu ça. ouais, Ouais. bah, peut-être que je pense qu'on va y arriver nous aussi, hein, c'est souvent le cas. Donc pour Caroline Mécari, ben, c'est totalement illégal hein, puisque au regard de la loi, l'affiliation de la sécurité sociale ne dépend pas de la nationalité des parents, hein, mais du fait que ceux-ci travaillent en France. Par ailleurs, il n'y a pas d'obligation, peut-être que les gens ne le savent pas, pour une personne d'être détentrice d'une pièce d'identité ici en France. Comme ici d'ailleurs. Et cela risque de compliquer la vie des parents d'enfants qui sont nés par GPA, là. Mais tout à fait, hein, puisque comme l'explique Caroline Mécari dans une interview qu'elle a donnée au journal Tétu, elle explique donc qu'il est très difficile d'obtenir une pièce d'identité dans le cadre d'une GPA et que cela peut prendre jusqu'à 2 ans. Il en va de même hein, pour l'obtention d'un certificat de nationalité. Pour celui-ci, en fait, et rien que sur Paris, les délais varient entre 18 mois et 2 ans. Concrètement, en fait, durant cette période, donc les 2 premières années hein, de l'enfant, ben, celui-ci n'est pas couvert par la sécurité sociale et chaque acte médical est à la charge unique des parents, ce qui fait qu'il y a un risque que ces enfants ne soient pas soignés correctement. Eh bien, dis donc. Et donc, ouais, ça veut dire que il y a pas vraiment. Est-ce que c'est vraiment le seul changement? Excuse-moi, je cherchais la façon de le dire. Est-ce que c'est le seul changement pour les parents ce qui se passe avec ça?
Non, il y a une incidence également sur les congés paternité, hein, puisqu'elle va limiter l'accès des parents à ceux-ci, hein. Concrètement, l'administration française se base sur l'acte de naissance étranger où est inscrite la nationalité des parents pour établir la filiation. Or, l'assurance maladie exige une transcription de cet état civil dans les registres français. Concrètement, ce qui se passe, c'est que seul le parent biologique est inscrit sur cet état civil et que par conséquent, il est le seul à pouvoir bénéficier d'un congé paternité. Ah, mais quelle injustice, hein. Et qu'en est-il du deuxième parent? Ah. Si on se base sur le contenu de la circulaire, il peut éventuellement demander un congé d'adoption, mais là aussi, hein, la démarche est compliquée par le fait que l'assurance maladie demande le certificat de nationalité et la pièce d'identité de l'enfant, ce qui est disproportionné, hein, puisque tout comme l'affiliation à la sécurité sociale, ce congé, il ne dépend pas de la nationalité des parents. Et par ailleurs, c'est une demande qui n'est pas faite aux autres familles. Donc, l'administration réclame en plus une copie de l'agrément d'adoption. Et là encore, hein, ce n'est pas fondé, hein, puisqu'il n'y a aucun texte de loi qui prévoit cette demande. Donc, c'est pourquoi, hein, selon Caroline Mécari, cette demande est illégale et que la circulaire encourt une annulation. Et c'est pour ça que les associations qui sont l'association des familles homoparentales, je suis désolé, mais Mais là, ça, c'est le terme. c'est le terme qu'ils utilisent, c'est bien correct, Voilà, oui. et l'association des parents gays et lesbiens ont déposé un recours auprès du Conseil d'État afin de dénoncer la validité de cette circulaire qu'ils jugent, on peut le comprendre, totalement discriminatoire. Donc maintenant, on attend le résultat et la décision du Conseil d'État. On espère vraiment qu'elle retoquera cette circulaire. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait un changement? Parce qu'il me semble que le gouvernement qui a été sélectionné ou choisi en France ne semble pas très ouvert à nos causes, hein? Alors, il peut y avoir un changement dans la mesure où le Conseil d'État va vraiment vérifier en fait la légalité du texte et la légitimité des demandes qui sont faites. Donc, ils peuvent annuler en effet, hein, la circulaire qui a été passée sans une intervention du gouvernement. Bon, alors à suivre tout ça. On se reparle le mois prochain, Christophe. Merci Tout beaucoup. à fait. Merci. Bonne- Bonne journée. C'est À l'heure où bientôt. l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Queer Côté Geek avec Philippe Aubert-Côté. Queer Côté Geek, j'adore ce thème. On cherchait un nom à ta chronique, Philippe Aubert. Puis on a décidé que ton nom de famille, ça irait bien. Merci de l'honneur. Alors, on va parler de Michel Tremblay aujourd'hui. Ah oui. Alors, on va parler de ses débuts fantastiques. Il a fait du fantastique dans ses tout débuts. Oui, puis j'irais même plus loin en disant qu'il a commencé sa carrière comme certains geeks le font. Donc peut-être même que Michel Tremblay était un geek avant l'heure, avant que ce soit tendance. Avant d'être gay, d'être geek. On fait les deux en même temps, peut-être. Ou Ouais. les deux en même temps, là, mais il a été en avant sur son temps sur plusieurs domaines. Dans celui-là aussi, manifestement. Allons-y, oui. Oui. Mais oui, parce que quand on présente plus Michel Tremblay, hein, c'est un monument national, là. Tout le monde connaît Les Belles Sœurs, La grosse femme d'à côté est enceinte, Les Chroniques du plateau, Mont-Royal, Hosanna, tout ça. On connaît toutes ces œuvres-là qui ont marqué notre imaginaire et notre culture. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde sa biographie, souvent, on mentionne que Michel Tremblay a commencé avec une pièce de théâtre qui s'appelle Le Train en 1964. Il avait remporté le prix des jeunes auteurs de Radio-Canada avec cette pièce-là. Et là, c'est suivi des Belles Sœurs en 68. Des fois, on dit que comme commencer même avec les Belles Sœurs, on oublie la première pièce de théâtre. Et ce qu'on ne mentionne pas, c'est qu'en 66, 2 ans avant les Belles Sœurs, il a publié son premier livre qui était un recueil de nouvelles fantastiques. Ah! De même. Et un petit recueil qui s'appelle Les contes pour buveurs attardés. Ben oui, j'ai lu ça. Oui, donc, Ouais. mais souvent, on a tendance à l'oublier, puis on l'occulte quand on parle de lui. On commence vraiment avec juste le théâtre et les Belles Sœurs. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la nature de ces histoires-là qui sont fantastiques, mais aussi leur contexte de rédaction, qui renvoie vraiment à l'idée que j'exprimais tantôt, là, que Michel Tremblay était un peu un geek avant l'heure, parce que ce sont des nouvelles qu'il a écrites par pure passion entre 16 et 19 ans, surtout pour imiter des auteurs que lui admirait. Et ça renvoie à un phénomène dans la culture geek qu'on appelle, dans le domaine littéraire, les fanfictions. Ah, ouais. Souvent, les geeks
sont des passionnés. Ils aiment certains jeux vidéo, ils aiment certains auteurs, certains films. Ils vont tendance à imiter ces œuvres-là. Donc, au niveau littéraire, on appelle ça des fanfictions. Puis écoute, Denis Martin, tu peux en trouver sur Internet des fanfictions d'Harry Potter, de Star Wars, là, des Schtroumpfs, de tout ce que tu veux, là. Des fois, des assez croustillantes aussi, là. Et beaucoup de jeunes auteurs modernes ont commencé à écrire de cette façon-là, en imitant des fois des maîtres. Ah. C'est une tendance qui est sans doute très ancienne dans l'art aussi. Là. Léonard de Vinci il a fait son apprentissage en apprenant à imiter l'art de son maître. T'sais. Mais Michel Tremblay a fait exactement la même chose. Donc, quand il était jeune. Donc, il a écrit des contes. Tout ça était en secret? Oui, en secret. Il faut se remettre dans le contexte. Les années 50-60, lui, il subissait, c'est le cas de le dire, l'enseignement des curés, qui lui montraient à écrire des phrases sujet, verbe, complément, là, parfaites, là, très strictes, pas de pensée critique. Mais lui s'ennuyait à l'école, c'était un rat de bibliothèque convaincu, là, il lisait énormément, c'était un passionné et naturellement, il a voulu faire ses propres histoires. Et il le faisait en cachette de ses parents, de sa mère, de ses frères et tout ça. Son stratagème, c'était qu'il écrivait ses brouillons puis il les cachait dans des livres à la maison, mais devant tout le monde. Il a emprunté l'idée à Edgar Allan Poe où, dans une nouvelle d'Edgar Allan Poe, là, la lettre volée, il y a quelqu'un qui cachait une lettre que tout le monde convoitait en la mettant devant tout le monde. Lui a fait la même chose. Il cachait ça dans des livres à la maison, à des endroits précis, sachant que personne n'irait voir ces livres-là. Il était trop en face de tout le monde. Ah. C'est trop visible. C'était trop bien caché. En fait, c'était trop facile à trouver pour être mal caché. Voilà. Exact. Oh, wow. Il y a pas, évidemment, c'est des textes qu'il a gardés pour lui parce que ça allait à l'encontre de l'enseignement très catholique, très chrétien qu'il y avait à l'époque, parce que c'est des histoires, je vais en parler tantôt, là, fantastiques avec des thèmes très scabreux aussi. Là. Ça aurait déplu au curé. Mais même aussi, c'est que le style d'écriture qu'il employait était en révolte face à ce qu'il employait, face à ce qu'on lui enseignait à l'école. Délibérément, il enfreignait les règles stylistiques qu'on lui enseignait à l'école pour finir ses récits. Et juste qu'on retourne, parce qu'on ne l'a pas mentionné, il s'inspirait de qui? On parlait de ses influences. Il n'y a pas Jean Ray, c'est ça? Oui, de deux auteurs. Jean Ray, qui est un auteur belge, qui est connu pour avoir publié, surtout dans les années 20 et 30, plusieurs petites nouvelles fantastiques, très courtes, et avoir fait plusieurs recueils, dont un qui s'appelle « Les contes du whisky ». Dont le titre et la structure rappellent celui du recueil de Michel Tremblay, Les contes pour buveurs attardés. OK. Et l'autre auteur dont il s'est inspiré, c'était Howard Philip Lovecraft, un Américain, qui est un des pères de la littérature d'épouvante, qui a beaucoup publié dans les années 30, 40, un peu. Et fait intéressant, c'est que Lovecraft, lui, venait de Providence, au Rhode Island, et c'est de cette ville-là que la mère et la grand-mère de Michel Tremblay venaient. Et Michel Tremblay avait des fois le rêve secret qu'il était peut-être un petit descendant, un petit-fils illégitime de Lovecraft. Et donc, ça guidait son inspiration. Et guidé par tout ça, entre 16 et 19 ans, il a donc écrit une trentaine de contes en cachette, tout ça. Puis, il a hésité à les publier. Il n'était pas très convaincu. Il avait un syndrome de l'imposteur, un peu. Donc, même une fois qu'il avait gagné le prix Radio-Canada pour Le Train, même une fois qu'il avait écrit Les Belles-Sœurs, puis là, c'est son ami André Brassard qui essayait de proposer ça aux gens du milieu théâtral, ça ne marchait pas. Mais il hésitait à soumettre ces textes-là. Puis là, c'est ses amis qui se sont réunis une fois au restaurant avec lui puis qui lui ont dit « Là, il faut que tu fasses de quoi, mon grand? Tu as du talent, tu es un auteur génial, là. Il faudrait que tu publies un livre. » Puis il s'est dit « Bon, je vais soumettre les contes pour buveurs attardés. » Il a soumis ça aux Éditions de l'Homme. Ça a été refusé par Alain Stanquet, qui était le directeur littéraire à l'époque. Bien là, Michel Tremblay a été pris au dépourvu, mais il s'est dit « Ah, je vais aller chez le concurrent. » Il est allé cogner aux Éditions du Jour, qui étaient toutes nouvelles à l'époque. Puis ça, c'était les éditions qui publiaient Victor Lévy-Beaulieu, Marie-Claire Blais, tout ça. Donc, il est allé proposer ça là. Et ça a été accepté. Ah, d'accord. Donc, des histoires horribles et c'est précurseur, hein? Et précurseur de son œuvre future. Parce que lui-même disait que, quand il relisait ces nouvelles-là, c'est que c'est toutes des nouvelles qui se passent ailleurs qu'au Québec et à n'importe quelle autre époque, sauf celle où il écrivait. Puis il mettait ça sur le dos du fait qu'à l'époque, il était jeune et qu'il n'était pas capable d'aborder les problèmes de la société. Mais c'est pas vrai. Quand on les lit attentivement, on voit que beaucoup de ces thèmes émergent. Est-ce qu'il y avait des thèmes queer qu'on pouvait déceler là-dedans? Oui, déjà. Oui, déjà. Hein? J'ai fait l'exercice, là, je me suis assis toute une soirée l'autre jour devant la télé avec un DVD de feu de foyer pour lire ça tranquillement. J'ai pas assez d'argent pour avoir un vrai foyer avec du feu chez nous, donc j'ai juste mis un DVD de feu de foyer. De toute façon, on ne peut plus avoir des foyers avec des bûches parce que c'est pas bon pour l'environnement. Et c'est pas bon pour la santé aussi. Voilà, là. fait que là, c'est correct. Donc, c'est correct. Donc, je me suis mis un DVD de feu de foyer, puis j'ai lu ça en une soirée. Ça se lit en une soirée, c'est vraiment très simple à lire.
Puis c'est ça qui m'a frappé, c'était comment que, même si on est loin du plateau Mont-Royal, dans les récits originaux de Michel Tremblay, beaucoup de thèmes queer réapparaissent. J'ai noté, par exemple, une nouvelle qui s'appelle « Angus ou la lune vampire ». Donc, on nous parle de vampirisme, mais les deux protagonistes sont masculins, puis il y a l'homosexualité liée là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle-là daterait de 1963 à l'origine, et ça anticipe au moins une dizaine d'années, Anne Rice et son roman Entretien avec un vampire, dans lequel elle mettait en scène des vampires homosexuels. Ouais, on se rappelle de ça, oui. Anne Rice, ben oui, que Ouais, ça a été adapté en film avec Tom Cruise puis Brad Pitt. Là. Ça, oui, mais on avait enlevé l'aspect homosexuel parce que Tom Cruise n'avait pas embrassé le gars. Exact. Mais il y avait quand même Antonio Banderas dans le film qui était vraiment intéressant. Antonio. Bon, OK, on continue. Oui, on va pas divaguer, tu sais. Donc, il y avait des thèmes queer, l'homosexualité. Il y a une autre nouvelle, Amenakem, qui aborde le thème de l'inceste. Le protagoniste est quelqu'un qui a un désir incestueux pour sa fille, puis il va voir une sorcière pour trouver une façon de coucher avec. T'sais, évidemment, la sorcière, elle va faire ça tout travers, exprès, puis le grand mange toute une, c'est le cas de le dire. Mais on abordait un sujet très délicat de front. Chose que ni Genré ni Lovecraft n'auraient osé faire. On est quand même dans les années 60. Il y avait aussi le Diable et le champignon, qui est une nouvelle qui parle beaucoup de l'origine de la guerre, et dans lequel il décrit toute la mécanique par laquelle les tensions entre gens peuvent mener au conflit, peuvent mener à la guerre, au meurtre et tout ça, avec une très grande finesse psychologique. Donc, pour un petit kid qui était juste un rat de bibliothèque, il était bon pour aborder ça avec profondeur dans ses textes. Donc, on anticipait déjà le génie qu'elle allait être plus tard. Wow. Écoute, on doit y aller tout de suite là-dessus. Il y a des bons contes pour l'Halloween parce qu'on est à la veille, là. Ben oui. Donc, c'est des bons contes à lire. Je les recommande avec quand même quelques précautions d'usage, là, parce qu'on s'entend. C'est un petit côté je pourrais dire vintage. T'sais, ça a été écrit dans les années 1950-1960. Ça, c'était avant que tu aies les Stephen King et compagnie qui révolutionnent le genre du côté anglo-saxon dans les années 70-80. On doit arrêter ici. L'émission tire à sa fin, mais on va lire ça avec plaisir. Merci beaucoup, Philippe Aubert-Côté. C'était l'édition 89 de notre émission qui s'appelle L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci à Maurice Bolduc, à la régie, et merci à toute l'équipe de Canal M qui nous permet de diffuser cette émission de Boileau du Canada. Merci beaucoup. Je m'appelle Denis Martin Chabot. À la semaine prochaine.